à 62 ans. La star hollywoodienne a admis qu'elle était son grand amour depuis toujours. Ni Nicole Kidman, ni Katie Holmes, ni Penelope Cruz. Leur histoire d'amour a été tenue secrète pendant des années. Alors que les fans ont vu ses relations publiques s'effondrer, elle l'a soutenu dans le drame de la scientologie et dans les hauts et les bas de sa carrière. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait jamais parlé avant, Tom a simplement répondu « Je n'étais pas prêt à ce que le monde le sache. Vous ne devinerez jamais qui a capturé son cœur pour toujours. » Tom Cruise est né le 3 juillet 1962 à Syracuse, dans l'État de New York. Son vrai nom est Thomas Cruise Mapother Ford. Son enfance a été difficile. Le père était violent. La famille était pauvre. Elle avait 3 sœurs et déménageait constamment. Lorsqu'il a eu 18 ans, il avait déjà fréquenté 15 écoles différentes. Une nouvelle école presque chaque année. Les déménagements étaient synonymes de nouveaux visages, de nouvelles règles et de l'absence de véritables amis. Elle l'a rendu adaptable, l'a rendu affamé. La famille a déménagé à Ottawa en 1971. Tom a eu sa première véritable expérience en tant qu'acteur. Il a tout juste 10 ans. Formé dans une petite pièce de théâtre scolaire intitulée E.T. Ce n'était pas grand-chose, mais il y a eu un déclic. Sa santé n'était pas stable. La mère a quitté son père et est retournée aux États-Unis. Certains ont suivi. Il passait d'une école à l'autre. Manger était un combat. Les enseignants pensaient qu'il était paresseux, mais ce n'était pas le cas. J'avais juste besoin d'un chemin différent. Ce chemin, c'est l'Église qui l'a le plus emprunté. À 14 ans, Cruise est entré dans un séminaire catholique à Cincinnati. Il voulait devenir prêtre, n'a pas duré. Il est parti au bout d'1 an. Certains disent que c'est à cause d'un déménagement familial. D'autres disent qu'il a été surpris en train de voler de l'alcool, la façon dont le rêve de la prêtrise a pris fin. Quelque chose d'autre a commencé. Après avoir été exclu de l'équipe de football de son lycée pour avoir bu de la bière avant un match, il auditionne pour une pièce de théâtre de l'école. La pièce d'Eisendahl a tout changé. Il se sentait vivant sur scène. Le public l'a aimé. Il ne faisait pas que jouer la comédie. Était en train de devenir. En 1980, juste après le lycée, Cruise prend une décision audacieuse. Il déménage à New York avec seulement 500 $ en poche. Il a travaillé comme serveur et portier tout en poursuivant les auditions. Il a raccourci son nom de Thomas Cruise Mapother Ford à Tom Cruise. Il s'est entraîné au théâtre du quartier. Il a donné tout ce qu'il avait. C'est en 1981 qu'il décroche son premier grand rôle dans le film Bliss Love. Quelques lignes seulement, mais cela a conduit à Taps, où il n'était censé être qu'un personnage de second plan. Sa performance a tellement impressionné le réalisateur. Le rôle a pris de l'ampleur. Cruise a fait en sorte que cela compte. Les gens ont commencé à le remarquer. Puis vient The Outsiders en 1983, dans lequel il joue le rôle de Steve Randall. Ce n'était pas le rôle principal, mais cela lui a permis de côtoyer de futures stars. Il appartenait à ce groupe, mais c'est une affaire risquée qui a changé la donne. En 1983, Cruise a joué le rôle de Joel Goodson dans un film sur le passage à l'âge. Adulte qui raconte l'histoire d'un lycéen qui transforme sa maison en bordel. C'était fou. Vieux, drôle. Il a rapporté 63,5 millions de dollars pour un budget de 6,2 millions. Les gens n'ont pas seulement aimé le film. Ils s'en sont souvenus. Lors d'une scène, Cruise en sous-vêtements, dansant sur du rock and roll à l'ancienne, est devenu une icône. Il a été nommé aux Golden Globes. Il n'était plus seulement prometteur, il était une star. Mais Cruise n'était pas comme les autres jeunes acteurs. Il refusait les doublures, même dans Taps. Il réalisait lui-même des cascades dangereuses. Dans The Outsiders, il est resté dans son personnage hors caméra. Les directeurs l'ont remarqué. Il se préparait comme personne d'autre. Il mémorisait les scripts avec des codes de couleurs. Il utilisait des livres audio. Il bougeait en apprenant les lignes. Cela l'a aidé à surmonter sa dyslexie. Son combat est devenu sa force. En 1984, Hollywood l'appelle avec Footloose. Ils lui ont offert 2 millions de dollars. Mike Cruise a refusé. À la place, il a choisi un film fantastique risqué intitulé Legend. Il a fait un flop.
Les gens m'ont dit qu'il avait ruiné sa carrière. Mais Cruise n'a pas paniqué. En 1986, Tom Cruise est passé du statut d'étoile montante à celui de roi d'Hollywood avec Top Gun. Le film a rapporté 176 millions de dollars cette année-là, soit plus que n'importe quel autre film. Il a fait de lui une icône mondiale. Juste derrière, Crocodile Dundee a presque battu Top Gun, à 2 millions de dollars près. Mais Cruise a pris de l'avance. Son rôle de pilote de chasse Maverick n'était pas seulement cool, il était électrique. Il est devenu le visage de la confiance américaine, lunettes de soleil et tout le reste. Et le film ne s'est pas contenté de battre des records. Il a stimulé le recrutement de la marine. Les jeunes ne voulaient pas seulement regarder Cruise, ils voulaient être lui. La même année, il a pris une autre décision audacieuse. Il a fait équipe avec Martin Scorsese pour La couleur de l'argent. Ce n'était pas une superproduction, c'était intelligent. Le film a coûté 14,5 millions de dollars et en a rapporté 52,3 millions. Cruise y joue un arnaqueur de billard aux côtés de Paul Newman, qui a remporté un Oscar pour son rôle. Cruise n'a pas gagné, mais il a gagné autre chose. Respect. Après Top Gun, les gens ont vu en lui une star. Après, La couleur de l'argent. Ils ont commencé à le considérer comme un véritable acteur. Il a montré qu'il pouvait faire plus que courir vite et afficher un sourire. Il pouvait tenir son rang aux côtés des légendes. Des années plus tard, en 1988, Cruise a fait quelque chose que la plupart des stars n'auraient pas fait. Il a fait un pas en arrière. Dan's Rain Man. Il a laissé Dustin Hoffman briller. Mais Cruise ne s'est pas éteint. Il a égalé l'énergie de Hoffman avec une émotion brute. Dans une scène, il jette des sous-vêtements d'une voiture en criant « Kmart ». C'est nul. Ce n'était pas dans le scénario. C'est arrivé comme ça. Dans une autre, il se trouvait dans une cabine téléphonique lorsque Hoffman est tombé en panne d'essence. Le visage choqué de Cruise est resté dans le film. Son moment le plus fort a été celui où son personnage a lu le testament de son père. Vous pouviez voir la douleur, l'incrédulité, la trahison, tout cela dans un seul souffle. Hoffman a remporté l'Oscar, mais Cruise en était la colonne vertébrale. Sans Louis, le film n'aurait pas été aussi percutant. En 1989, tout a changé. Né le 4 juillet était différent. Il ne s'agissait pas de jets rapides ou de costumes élégants. Il s'agissait d'un fauteuil roulant, d'une guerre et d'un homme brisé. Cruise incarnait Ron Kovacs, un vrai marine devenu activiste anti-guerre. Le rôle était brutal. Il s'est entraîné en fauteuil roulant pendant des mois, musclant le haut de son corps jusqu'à ce qu'il ait l'impression d'être réel. Il ne s'est pas contenté de jouer le rôle, il l'a vécu. Les scènes à l'hôpital sont très crues. Il criait, pleurait, s'effondrait. C'était désordonné, human, inoubliable. Le film a rapporté 162 millions de dollars et a valu à Cruise sa première nomination aux Oscars. Il remporte également un Golden Globe. Les gens ont cessé de le considérer comme une simple star de cinéma. Ils ont commencé à l'appeler l'un des meilleurs. Tom Cruise était un fervent catholique. Mais tout a changé en 1986 lorsqu'il a rencontré l'actrice Mimi Rogers. Ils se sont mariés le 9 mai 1987. Mimi n'était pas seulement une actrice. Elle avait des racines profondes dans la scientologie. Son père en faisait partie depuis les années 1950. Pour elle, la scientologie n'était pas quelque chose de nouveau. C'était son mode de vie. Elle était même auditrice de l'Église, ce qui signifiait qu'elle occupait une position sérieuse. Leur mariage n'a duré que jusqu'au 4 février 1990, mais ce qui est resté chez Cruise, c'est la religion. Même après leur divorce, son lien avec la scientologie ne s'est pas estompé. En fait, lorsque la star des tabloïds a révélé son implication en 1990, cela a fait les gros titres. Cruise ne l'a confirmé publiquement qu'en 1992 lors d'une interview avec Barbara Walters. Mais à ce moment-là, il était déjà très impliqué dans la scientologie. L'une des principales raisons pour lesquelles Cruise a embrassé la scientologie est sa dyslexie. Il en souffrait depuis l'âge de 7 ans. Il a déclaré avoir terminé ses études secondaires en 1980. Il est analphabète fonctionnel. La lecture le rend anxieux.
Il n'arrive pas à se concentrer. Il se sentait stupide, mais il a trouvé de l'espoir dans ce qu'on appelle la technologie de l'étude, développée par le fondateur de la scientologie, L. Ron Hubbard. Fondateur de la scientologie, Cruz dit que cela a changé sa vie. Personne ne m'a donné de solution, a-t-il expliqué, mais j'ai appris à lire parfaitement grâce à la méthode de Hubbard. Cette découverte est devenue un tournant. Des années plus tard, en 2016, alors qu'il faisait la promotion de Jack Reacher 2, il a déclaré « Sans cette méthode, je ne serais pas là où je suis. C'est une belle religion. Je suis incroyablement fier. » À ce moment-là, il était scientologue depuis plus de 30 ans. Cruz est également devenu très proche du leader de la Scientologie, David Miscavige. Leur amitié a débuté dans les années 1980, mais elle n'a pas toujours été facile. Selon le père de David, Ronald Miscavige, l'Église a organisé une grande fête de bienvenue pour Cruz à la base de la Sea Org en Floride. Ils ont même fait ressembler une piscine à un voilier de luxe. Le chef personnel de Ron Hubbard a préparé un repas spécial, mais Cruz est arrivé avec 4 heures de retard et s'est directement couché. David était furieux. Cela montre à quel point les choses peuvent devenir tendues entre deux des figures les plus puissantes de l'Église. Plus tard, en 1999, Cruz a failli partir. Il aurait pris peur lorsque les dirigeants de l'Église ont promis de révéler des détails sur Xenu, un mystérieux personnage extraterrestre de l'histoire de la scientologie. Il recule, mais l'Église ne veut pas le perdre et envoie Marty Rathbun, un haut fonctionnaire, pour le ramener. Au travail, Cruz est revenu et a poursuivi ses études. Au début des années 2000, Cruz n'est plus seulement un adepte. Il est devenu un combattant de la scientologie. Il a commencé à utiliser sa notoriété pour tenter de faire reconnaître officiellement la scientologie comme une religion, en particulier en Europe. En 2005, le Conseil de Paris a révélé que Cruz avait contacté directement de hauts responsables politiques français, dont Nicolas Sarkozy, mais cela s'est retourné contre lui. Les autorités françaises l'ont qualifié de porte-parole militant de la scientologie et ont complètement coupé les ponts avec lui. Cela ne l'a pas arrêté. Après les attentats du 11 septembre, il a participé à la création d'un groupe appelé Downtown Medical. Elle proposait un traitement de désintoxication aux secouristes de la ville de New York. De nombreux médecins ont critiqué cette initiative, affirmant qu'elle n'était pas étayée par la science. Mais en 2004, David Miscavige a décerné à Cruz une récompense spéciale, le Scientology Freedom Medal of Valor, pour ses efforts. Pour l'Église, il était un héros. Au fur et à mesure que son rôle dans la scientologie se développait, Cruz a également essayé d'y amener d'autres personnes. L'ancien scientologue Paul Haggis a déclaré que Cruz avait essayé de recruter de très grands noms. Cette liste comprenait James Packer, Les Beckham, Jada et Will Smith, et même Steven Spielberg. Il ne s'agissait pas de simples discussions amicales. Il s'agissait d'efforts réels pour attirer des personnes puissantes dans l'Église. Et c'est là que la religion et Hollywood ont commencé à se confondre. Ses croyances influencent désormais sa vie professionnelle. Vers 1999, alors qu'il tourne Eyes Wide Shut, Cruz prend à nouveau ses distances avec la scientologie. Les dirigeants de l'Église lui avaient promis des détails sur Xenu, mais les choses se sont compliquées. Pourtant, il est revenu, comme toujours. Tom Cruise a rencontré Nicole Kidman au début de l'année 1990 lors du tournage de Jour de tonnerre. Il avait 28 ans, elle en avait 23. Leur connexion a été instantanée. Moins d'1 an après avoir prononcé son divorce avec Mimi Rogers, Tom a épousé Nicole la veille de Noël à Telluride, dans le Colorado. Ce fut rapide, intense et plein d'espoir. Nicole dira plus tard, « J'étais si jeune quand je me suis mariée. » Avec le recul, je me demande ce qui s'est passé. Mais à ce moment-là, ils étaient tous d'accord. Nicole voulait des enfants tout de suite. Elle a déclaré, « Dès que Tom et moi nous sommes mariés, j'ai voulu avoir des enfants. » Mais un événement tragique s'est produit au début de leur mariage. Nicole a eu une grossesse extra-utérine. Ce fut une expérience douloureuse, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Le bébé n'a pas survécu. Ils étaient dévastés. Cette perte les a poussés vers l'adoption. En 1992, ils ont adopté leur fille Isabella.
En 1995, leur fils Connor rejoint la famille. Les enfants les accompagnent sur les plateaux de tournage. Pendant un certain temps, ils ont eu l'air de la famille hollywoodienne parfaite. Ils ont également travaillé ensemble à l'écran. En 1992, ils ont joué des immigrants irlandais dans Far and Away, un drame historique à gros budget. Le film a coûté 60 millions de dollars et a rapporté 137,8 millions de dollars dans le monde entier. 7 ans plus tard, ils font à nouveau équipe pour quelque chose de beaucoup plus sombre. Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Le tournage devait durer 6 mois. Cela a pris 2 ans. Ils ont tourné en Angleterre, loin de tout. Kubrick les a isolés et leur a souvent posé des questions personnelles, utilisant des éléments de leur vrai mariage dans l'histoire. Nicole a déclaré qu'ils avaient l'habitude de faire du karting à 3 heures du matin, même, pour se défouler. Elle a même déclaré qu'elle serait restée une 3e année si Kubrick le lui avait demandé. Mais il est mort 4 mois avant la sortie du film. Ce fut son dernier film et l'un des plus étranges que l'un ou l'autre ait jamais réalisé. Derrière le glamour, leur vie personnelle n'était pas facile. La perte d'une grossesse précoce est restée gravée dans leur mémoire. Nicole a déclaré plus tard, « Nous avons perdu un bébé très tôt, ce qui a été très traumatisant. » Elle n'a pas caché ses difficultés, mais l'adoption de Bella et Connor les a aidés à guérir. Ce n'était pas la famille qu'ils imaginaient, mais c'est devenu la famille qu'ils ont construite. Puis, en février 2001, tout s'est effondré. Tom Cruise demande le divorce. Nicole ne l'a pas vu venir. Selon certains rapports, elle était enceinte de 3 mois à l'époque, mais malheureusement, elle a fait une fausse couche. Le divorce a été prononcé en 6 mois seulement. Les enfants sont restés avec Tom à Los Angeles. Nicole est retournée en Australie. La famille est divisée. Après le divorce, les choses changent rapidement. En 2012, des sources ont déclaré qu'Isabella et Connor étaient plus proches de Katie Holmes, la nouvelle femme de Tom, qu'elle de Nicole. Mais Isabella a dit un jour, « J'aime maman. C'est ma mère. Elle est formidable. Je la vois parfois et je lui parle. » Pourtant, le lien s'est clairement estompé. Ce n'était pas la vie que Nicole avait imaginée lorsqu'elle a épousé Tom. Pendant ce temps, Nicole tournait The Hours. Son cœur était brisé, mais sa performance était inoubliable. Elle a remporté l'Oscar. Pendant que le monde entier applaudissait, elle était discrètement en deuil. Des années plus tard, elle a expliqué à quel point ce divorce l'avait changée. Elle a dit, « Je suis peut-être devenue plus craintive, mais j'essaie toujours d'être aussi ouverte que possible. » En 1992, Tom Cruise a affronté Jack Nicholson sans broncher. A Few Good Men n'était pas un simple drame judiciaire. Ce film a marqué un tournant dans la carrière de Cruise. Son avocate de la Marine, rapide et arrogante, a illuminé l'écran, en particulier lors de l'affrontement final, lorsqu'il a exigé la vérité et que Nicholson a explosé. Cette seule scène a marqué l'histoire du cinéma. Le film a rapporté plus de 243 millions de dollars dans le monde. Mais surtout, il a montré à Hollywood que Cruise n'était plus seulement un beau visage. Il pouvait être profond, sérieux, et continuer à attirer les spectateurs dans les salles de cinéma. Puis, en 1994, il a fait quelque chose d'encore plus risqué. Il a joué un vampire. Pas n'importe quel vampire. Miles Lestat, un immortel séduisant et dangereux en entrevue avec le vampire. Anne Rice, l'auteur du livre, a détesté le casting. Elle a dit que Cruise n'était pas du tout le bon. Mais Cruise s'en fichait. Il s'est enfoui dans le rôle. Et lorsque le film a été diffusé, même Rice a admis qu'elle s'était trompée. Elle a acheté une pleine page de publicité pour s'excuser. C'est dire à quel point il était bon. Le film est devenu un succès. Et Cruise a prouvé une fois de plus qu'il pouvait prendre des risques que la plupart des stars n'osaient pas prendre. En 1996, il n'est plus seulement acteur. Il dirigeait le spectacle. Mission Impossible n'était pas qu'un film. C'était son film. Il l'a produit, a joué dans le film et a contribué à en faire un succès au box-office. Budget de 80 millions de dollars. Recette de 457 millions de dollars. Il a même joué lui-même la scène de la pendaison en fil de fer. Les gens ne se contentaient plus de regarder Cruise. Ils regardaient ce que Cruise allait faire ensuite.
La même année, il fait volte-face et offre au public Jerry Maguire. Pas d'armes, pas de cascade, juste du cœur. Montrez-moi que l'argent n'était pas qu'une ligne. Il est devenu un élément de la culture pop. Le film rapporte 273 millions de dollars et vaut à Cruise sa deuxième nomination aux Oscars. Il n'est plus à la recherche de la célébrité. Il était la star. Et juste au moment où les gens pensaient qu'il l'avait compris, il a de nouveau retourné le scénario. En 1999, Cruise a joué dans Magnolia le rôle de Frank T. J. Mackey, un homme bruyant, brisé, émotionnellement détruit, qui se cache derrière des discours machistes. Il n'a pas demandé au public de l'aimer. Il les a mis au défi de le regarder. Pour seulement 20 minutes de temps d'écran, il a volé le film. Il a été nommé une nouvelle fois aux Oscars et a remporté un Golden Globe. Les critiques qui avaient douté de lui font désormais l'éloge de son courage. C'est à cette époque que sa vie personnelle prend le devant de la scène. En 2000, sur le tournage de Vanilla Sky, Cruise rencontre Penelope Cruz. Leur alchimie a été immédiate, mais ils sont restés discrets jusqu'à ce que le divorce de Cruise et de Nicole Kidman soit prononcé. En 2001, Cruise et lui étaient partout. Tapis rouge, photos de vacances, interviews élogieuses. En coulisses, Cruise semblait épris. Il cuisinait pour elle, préparait des surprises et pensait même à la demander en mariage. Mais quelque chose ne tournait pas rond. Cruise n'arrivait pas à communiquer avec ses enfants. Cruise ne cessait de parler de Kidman. La relation a commencé à se fissurer. En 2004, ils se sont séparés. Le public a entendu dire que c'était à cause de calendriers de tournage conflictuels. Mais les initiés ont dit que cela avait plus à voir avec la scientologie. Après cette rupture, quelque chose d'étrange s'est produit. Selon des rapports d'anciens scientologues, l'Église s'est donnée pour mission de trouver une nouvelle petite amie à Cruise. Mais pas de la manière habituelle. Cela a été organisé. Des femmes de l'Église ont été contrôlées sans savoir qu'elles étaient interrogées en tant que partenaires possibles de Tom. Il ne s'agissait pas d'amour. Il s'agissait d'une question d'image, de loyauté et de contrôle. Cruise était le visage de la scientologie, et l'Église aurait fait n'importe quoi pour le garder heureux. Ils ont même personnalisé ses voitures et transformé un hangar en retraite privée. Tout cela pour satisfaire leur enfant chéri. C'est alors que survient l'une des histoires les plus sombres. Nazanin Boniadi. Elle était jeune, intelligente et fidèle à l'Église. Ce n'était pas suffisant. Elle a dû changer de coiffure, de style, de vie. Elle a dû apprendre ce que Tom aimait. Lorsqu'elle a fait une petite erreur, s'efforçant de comprendre le chef d'église qui parlait vite. Cruise a perdu la tête. Il a crié, tapait sur la table. 2 semaines plus tard, elle s'est faite larguer. Pas de conversation. Ce n'est qu'un ordre. Par la suite, elle a quitté l'église et a refait sa vie en tant qu'actrice. Ni elle ni Cruise n'ont jamais admis ce qui s'était passé. Mais trop de personnes proches d'eux l'ont fait. Et puis est arrivée Katie Holmes. Avril 2005. Cruise est apparue à Rome avec Holmes seulement 33 jours après qu'elle ait mis fin à ses précédentes fiançailles. La presse s'est déchaînée. Elle avait 26 ans. Les gens ont commencé à les appeler Tomcat. Holmes avait dit un jour qu'elle rêvait d'épouser Cruise. Maintenant, ils étaient là, main dans la main, rayonnant devant les caméras. Mais les initiés ont parlé de contrôle, de chaperons scientologues qui la suivaient, de la rapidité avec laquelle tout se passait. Holmes ne ressemblait plus à la fille de Dawson's Creek. Elle avait l'air engloutie, puis vint le canapé. Le 23 mai 2005, la scène d'Oprah. Cruise était censé faire la promotion. Mais à la seconde où elle l'a interrogé sur Holmes, il est sorti de ses gonds. Il a sauté. Il a crié. Il s'est agenouillé et a serré les mains d'Oprah. La foule a applaudi maladroitement. Les téléspectateurs ne savaient pas s'il s'agissait d'une réalité ou d'une panne. Le clip est devenu viral avant même que l'on parle de viralité. Les studios ont paniqué. Paramount aurait perdu jusqu'à 50 millions de dollars. Les femmes, en particulier celles qui s'étaient empalmées devant Cruise pendant des années, ont soudain pris leur distance. En quelques minutes, l'enfant chéri d'Hollywood est devenu une cible de choix. Tom Cruise était au sommet du monde, mais en juin 2012, tout a changé en un clin d'œil.
Katie Holmes a demandé le divorce sans préavis, le prenant complètement au dépourvu. Ils étaient mariés depuis près de 6 ans, mais Holmes avait une raison. Elle voulait protéger leur fille, Suri, de la Scientology. Cruise l'a confirmé lui-même lors d'une déposition au tribunal 1 an plus tard. Son équipe juridique avait tout planifié en secret. En l'espace de 2 semaines, le divorce a été prononcé. Katie n'a pas seulement quitté Tom, elle a aussi quitté l'Église. Les rapports disent qu'elle avait peur que Cruise veuille complètement faire entrer Suri dans la Scientologie et qu'elle n'allait pas laisser cela se produire. Ce n'était pas le seul coup dur. Des années plus tôt, en 2006, Cruise a subi un coup dur dans sa carrière. Paramount Pictures, son partenaire de longue date, a mis fin à leur relation de 14 ans. La rupture a été brutale et publique. Le président de Viacom a déclaré que le comportement récent de Cruise avait nui à son image et à ses films. Mission Impossible 3 a rapporté 390 millions de dollars, ce qui semble bien. Mais il faut se rappeler que La Guerre des mondes avait rapporté 591 millions de dollars l'année précédente. Cruise venait d'être classé par Forbes comme l'acteur le mieux payé d'Hollywood, avec 67 millions de dollars en 1 an. Mais tout cela n'a pas eu d'importance. Sa réputation était trop risquée, et ils l'ont laissé partir. Cruise devait se reconstruire. Et vite. En 2008, il a donc fait quelque chose de tout à fait inattendu. Il est devenu les Grossman. Brilliant, chauve, grossier. C'était un rôle que personne n'avait vu venir. Cruise avait créé lui-même le personnage ridicule du patron de studio pour Tonnerre sous les tropiques. Couvert de prothèses et de faux poils sur le torse, il a dansé, crié et juré pour revenir dans les bonnes grâces d'Hollywood. Les téléspectateurs ont été choqués lorsqu'ils ont réalisé qu'il s'agissait bien de lui. Le pari a fonctionné. Les gens ont recommencé à rire avec lui plutôt que de se moquer de lui. En 2011, avec Mission Impossible, Protocol Phantom, Cruise a détourné la franchise du drame pour se tourner vers l'action à couper le souffle. Il a escaladé le Burj Khalifa, l'immeuble le plus haut du monde, avec un simple fil de fer. Cette cascade, réalisée à 2722 pieds dans des vents de 79 mètres, a tout changé. Les gens ont cessé de parler de sa vie privée et ont commencé à parler de son intrépidité. Le film a rapporté près de 700 millions de dollars. Il a enchaîné avec Rogue Nation en 2015, qui a rapporté 682 millions de dollars supplémentaires. Son retour était réel, mais Cruise ne s'est pas arrêté là. Dans Rogue Nation, il s'est accroché au flanc d'un véritable avion pendant le décollage. À 52 ans, pas d'écran vert. Pas de doublure. Juste Cruise qui vole à 560 mph. Les compagnies d'assurance ne voulaient même pas le couvrir. Le studio a dû souscrire une police spéciale de 50 millions de dollars pour ces scènes. Sa légende grandit, non pas en tant que célébrité, mais en tant que dernière véritable star de l'action à l'ère de l'image de synthèse. Même les blessures ne l'ont pas ralenti. En 2017, lors du tournage de Mission Impossible, Fallout, il s'est cassé la cheville en sautant d'un immeuble à l'autre à Londres. Les caméras continuent de tourner. Il a terminé la prise de vue. La blessure a entraîné l'arrêt de la production pendant 2 mois et une augmentation du budget de 80 millions de dollars. Mais Cruise s'est rétabli plus vite que prévu et est revenu avant que les médecins ne le croient possible. En 2023, lors du tournage de Dead Reckoning, il se blesse à nouveau. Épaules déchirées, côte fêlée, cheville cassée. Il a tout de même terminé le film. Les fans ont adoré le réalisme. Les critiques ont salué l'action. Il a refusé de truquer quoi que ce soit. Alors que la plupart des stars se sont précipités sur les contrats de streaming pendant la pandémie, Cruise a tenu bon. Il a dit « Top Gun ». Maverick devait être vu en salle, et lorsqu'il est enfin sorti en 2022, il a explosé. 1,5 milliard de dollars au box-office mondial. Le plus grand succès de l'année. Plus grand que Jurassic World. Plus grand que tout le monde ne l'attendait. Cruise a gagné environ 100 millions de dollars rien qu'avec ce film. Ce n'était pas seulement une suite. C'était le sommet de sa carrière. Après 36 ans, Top Gun est de retour. Et Cruise aussi.
Il a été ovationné à Cannes et a reçu une palme d'or honorifique. Les critiques ont même dit qu'il était meilleur que l'original. Mais en coulisses, il y avait quelque chose dont il ne parlait pas. Ce Phil, Suri. Après le divorce, Cruise aurait cessé de la voir. Le dernier contact connu date de 2013. Elle n'avait que 7 ans. Lorsque Suri a eu 18 ans en 2024, elle a abandonné son nom de famille. Elle s'appelle désormais Suri Noel, le deuxième prénom de Holmes. Elle s'inscrit à l'université Carnegie Mellon. D'anciens scientologues affirment que la politique de déconnexion de l'Église pourrait être en cause. Katie a quitté l'Église, ce qui aurait pu l'étiqueter comme une personne suppressive. Et Suri, par association, une source potentielle d'ennui. Cela signifie que Cruise a peut-être coupé les ponts à cause de sa foi. Il voit toujours les enfants qu'il a adoptés lors de son mariage avec Nicole Kidman, Connor et Isabella, parce qu'ils sont restés dans l'Église. Mais Suri, elle, a disparu de sa vie. Aujourd'hui, les rumeurs reprennent de plus belle. En 2025, Cruise, aujourd'hui âgé de 62 ans, a été aperçu à plusieurs reprises avec Ana de Armas. Tout a commencé par un dîner tranquille de la Saint-Valentin à Londres. Puis elle s'est montrée avec ses chiens à un héliport utilisant l'hélicoptère privé de Cruise. Quelques jours plus tard, ils quittent ensemble la fête d'anniversaire de David Beckham à 3 heures du matin, même en essayant de se cacher des caméras. Le magazine People affirme qu'ils ne sont que des amis, mais les photos racontent une autre histoire. Tous deux sont célibataires, tous deux sont des stars, et le buzz ne s'arrête pas.